Joseph Michel Martelly, ancien président pays d'Haïti. Il y a un nom qui a un pile problème sur Internet là. Mais moi-même, j'ai tête moi, une discipline, une mission pour me faire découvrir ça bon dans nom ça. Donc qui t'est arrivé prend pouvoir dans le pays d'Haïti. Moi fin tendé interview ça et moi dit franchement, même si nous pas gagner Michel Joseph Martelly encore Koraïl, mais Raïchan dit dans le blanc, nous besoin d'un président qui est capable camper devant blanc, Jean-Joseph Michel Martelly camper là. Donc, en nous tendait et interview ça, Michel Martelly était fait avec un journaliste français ça encore pour une autre fois. Et puis, Wadim, entre Michel Martelly et ancien président passé, et ça ne saute passé là, en depuis, puisque tout gain de faux pas, qui laisse ou penser Haïti ta doué Kembe comme un exemple. Pas mettre au président et pas samedi, mais ou gen bagay pour copier dans li. Ou gen bagay pour copier dans mail, ou gen bagay pour prendre dans mail pour apprendre dans mail et pour dire franchement me réaliser monsieur te gen défaut mais qualité ça. Qualité président éclairé ça. Qualité président papa Figi moun ça. Qualité président qui connaît qui réponse pour le bailler un journaliste pour pas mettre pays dans ti soulier ça nous besoin nèg comme ça. En temps d'interview et puis ou même faire commentaire parce qu'on a droit pour faire commentaire également. Martelly, monsieur le président, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Marc, c'est un plaisir pour moi d'être reçu par votre équipe, pour la deuxième fois d'ailleurs. Absolument. Monsieur le Président, vous revenez récemment d'une visite aux États-Unis, vous êtes en France pour des rencontres avec le président Hollande, vous allez ensuite en Italie. Est-ce qu'il y a un message particulier que vous voulez transmettre aux autorités occidentales? Le message est le même, cette nouvelle dynamique qui fait qu'Haïti n'est plus ce qu'elle était auparavant. Une Haïti démodée et envahie par la corruption, la mauvaise gouvernance. Une Haïti qui se réveille et qui tient à se tenir debout seule, bien sûr, en tenant la main des partenaires. Donc, en un mot, c'est faire comprendre au monde que nous voulons absolument nous distancer des dons et par contre favoriser l'investissement en Haïti pour la création d'emplois. Alors évidemment, après ce terrible tremblement de terre, il y a un petit peu plus de 4 ans, les dons sont quand même encore importants, les bailleurs de fonds sont présents. Je crois comprendre que vous aimeriez bien qu'ils vous fassent plus confiance, à savoir qu'ils laissent les autorités haïtiennes s'occuper de la gestion des fonds plutôt que les organisations non gouvernementales. Le problème, c'est qu'on ne vous fait pas forcément confiance. Bon, il va falloir qu'on nous fasse confiance parce que, d'importantes réformes sont en cours. Et de deux, nous invitons les pays amis à venir travailler avec nous, nous accompagner, nous passer l'expertise dont ils jouissent eux-mêmes. Sur la question des dons, on a souvent compris que les fonds qui ont été alloués à Haïti à travers les ONG ne sont pas passés par l'État haïtien. Donc sur la question de la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion de ces fonds, il faudrait absolument revoir avec les ONG. C'est pour ça que l'État, d'ailleurs, en passant par les ONG, on n'a fait qu'affaiblir encore nos institutions étatiques. Les cadres et les experts, ils ont préféré travailler avec les ONG qu'avec l'État. Et nos bons cadres sont partis, l'État ne pouvant pas utiliser leurs services. Donc c'est pour ça qu'il est absolument important qu'ils nous fassent confiance. C'est pour ça que nous sommes sur tous les plateaux à converser avec eux, les rassurer et nous entreprenons les réformes importantes qui puissent rassurer tout ce monde. Est-ce qu'ils vous écoutent? Est-ce que les États-Unis, la France vont, d'après vous, donner directement au gouvernement haïtien ces fameux fonds dont le pays a tant besoin pour se remettre sur pied? Il y a des pas importants. Par exemple, l'Union européenne alloue à Haïti directement des fonds importants aujourd'hui. Et aussi, bon nombre d'ONG ont compris que l'État haïtien prenait les choses en main aujourd'hui, donc ils sont, eux, partis seuls. Et nous avons, pour ça, mis en place aussi une institution dénommée le CAED, qui fait que les ONG qui restent encore sur le terrain doivent absolument voir avec le gouvernement pour comprendre les priorités du gouvernement et agir dans le sens des priorités du gouvernement. Vous aimeriez que les ONG partent d'Haïti, pour certaines, ou en tout cas qu'elles vous laissent plus de liberté pour agir? Vous avez l'impression qu'elles sont une entrave parfois? Parfois, je dirais oui. Mais surtout parce qu'on n'avait pas le contrôle sur ces ONG par le passé. On ne demande pas qu'elles s'en aillent, mais on demande qu'elles s'alignent plutôt avec les priorités de l'État.
Et on demande aux partenaires de faire la balance sur l'allocation des fonds, de ne pas tout allouer aux ONG et laisser l'État sans moyens. Alors le problème qui est lié évidemment, c'est celui de la corruption. C'est un vieux problème en Haïti. Il y a souvent des scandales. Il y a même des scandales qui ont éclaboussé votre famille. Vous l'avez nié avec force. Mais il y a toujours cette association, sans doute exagérée, mais entre Haïti, pauvreté et corruption. Bon, laissez-moi vous dire, les partenaires dont on parle, ils sont tous en Haïti. Et on fait appel à eux pour pouvoir utiliser leur savoir, leur connaissance. Donc ils sont là. Et sur les questions de rumeurs, en ce qui a trait à ma famille ou ce qui est dit en général, vous savez que quand l'opposition veut frapper, elle sait où frapper. Mais nous sommes là, la population reste confiante aujourd'hui. D'importantes réformes sont entreprises et nous fonctionnons dans la transparence. Donc, ce ne serait même pas au président de se justifier ou au gouvernement de se justifier. Une investigation peut être faite, vous voyez, comme je vous le dis, les partenaires, ils travaillent très proches de nous. Et même quand on a des problèmes, que ce soit même au niveau du combat contre le trafic de la drogue, des fois nous n'avons pas les moyens et quand nous ne trouvons pas le support de la MINUSTA, par exemple, des Nations Unies qui sont en Haïti, nous nous assurons de déclarer la présence de bateaux qui apportent cette drogue. On appelle nos ambassades, pas nos ambassades, des ambassades des pays amis pour leur dire qu'il y a des problèmes par-ci et par-là, pour qu'ils sachent que nous ne sommes pas, il n'y a pas une combine entre ce trafic et le gouvernement. Parce que le gouvernement, président propre. Oui, tout à fait. Ah, vous avez évoqué les Nations Unies. On sait qu'en plus de ce tremblement de terre, il y a eu une deuxième catastrophe, l'épidémie de choléra. Au début, on ne savait pas exactement qui avait amené le choléra. Il semblerait, d'après toutes les études scientifiques, ou en tout cas la plupart, que ce sont des casques bleus népalais de l'ONU. Mais on n'entend pas le gouvernement crier au scandale, demander des excuses, demander des dénommagements. Pourquoi? Vous avez peur que les Nations Unies s'en aillent si vous leur demandez justice? Pas du tout. On laissera la partie civile faire sa démarche. Cependant, au niveau du gouvernement, on a choisi notre bataille. Notre bataille aujourd'hui, c'est de combattre ce fléau et de faire en sorte qu'on s'en débarrasse. Donc, on a monté un plan au niveau du ministère de la Santé. Ce plan a été communiqué aux Nations Unies. Le secrétaire général a pris connaissance de ce plan. On a formé une commission mixte. Et là, maintenant, on est en train de travailler à identifier des fonds. Et nous avons demandé particulièrement aux Nations Unies, puisque, entre parenthèses, ils seraient les responsables. Vous le croyez, quand même? Et il y a une investigation qui a été faite et qui suggère que les Nations Unies sont les responsables. Cependant, comme je vous l'ai dit, on a choisi notre bataille. Donc vous ne voulez pas des excuses, mais de l'argent, en gros. Et on veut combattre ce fléau, on veut s'en débarrasser. C'est ça la priorité. Les excuses, c'est bon. Imaginez-vous qu'on ait des excuses et qu'on ne s'en débarrasse pas. Pour moi, le plus important serait de s'en débarrasser aujourd'hui. Alors, à propos de choses dont on aimerait se débarrasser, c'est les gens qui habitent toujours dans des tentes. On estime à 170 000 le nombre de gens qui vivent encore dans des tentes 4 ans après. Est-ce que c'est pas une honte ou un scandale? Pas du tout, pas de gère. Non. Parce qu'on parle de 2 500 000 personnes qui ont pris abri sous ces tentes après le séisme. Et vous dites 4 ans, je suis arrivé en mai 2011. Mai 2011 à mai 2014, ça fait 3 ans, déjà moins de 3 ans. Et en moins de 3 ans, on est passé de 1,5 million à exactement 147 000 aujourd'hui. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Parce qu'on aimerait qu'il n'y ait plus de gens à vivre sous les tentes. Mais comparé à 1,5. Quand est-ce que tous ces gens seront relogés? Là, ça a à voir avec... ça prend du temps et ça coûte. Du temps parce qu'on ne détruit pas ces camps. On identifie des maisons, on construit des maisons, on réhabilite des maisons endommagées. Et ensuite, on essaie de louer un espace pour des gens. Donc ça coûte, que ce soit pour la location pour une année, que ce soit pour la réhabilitation, ça coûte, que ce soit pour la construction, ça coûte. Donc il y a le temps, il y a de l'argent et le programme est bien fait. Il n'y a pas eu une personne à se plaindre de la façon dont on le fait. Maintenant, il s'agit de bien le faire le plus vite possible, mais on ne peut pas forcer la note. On avance très bien. Rapidement sur la crise politique, des élections ont été retardées, des élections municipales de 3 ans, des élections sénatoriales presque 2 ans. Il y a un dialogue entre vous
Et l'opposition, est-ce qu'il va y avoir un accord et est-ce qu'il y aura des élections? Et si oui, quand? Il y a un accord aujourd'hui et cet accord aurait dû être signé samedi dernier. Malheureusement, le président du Sénat, qui est aussi le président de l'Assemblée, a préféré ne pas se présenter pour signer parce qu'il a conditionné sa signature à la publication de la liste des juges à la Cour des comptes que je n'ai pas encore publiée parce qu'il y avait des préoccupations sur certains noms. Mais il y a un accord, donc il s'agit de le signer. Il sera signé? Je veux le croire, excepté que j'ai fait beaucoup de sacrifices. Maintenant, en tant que chef de l'État, s'il y a des préoccupations sur certains noms à la Cour supérieure des comptes, ces gens sont appelés à devenir des juges. Et il va falloir qu'on clarifie cette question. Quand y aura-t-il des élections? Il y aurait dû en année? avoir depuis certainement. J'en veux. Je serai le premier à en bénéficier parce que je ne suis pas issu d'un parti politique et je n'ai pas de membres à la Chambre des députés. Je n'ai pas de députés, pas de sénateurs. Donc j'aimerais bien aller aux élections pour que mon parti, aujourd'hui, puisse gagner certains sièges et renforcer la vision du président Martelly. Très bien. Dernier sujet que j'aimerais aborder. J'ai entendu dire que Haïti aimerait être plus présent dans les instances internationales et notamment peut-être organiser le sommet de la francophonie en 2016. Celui de cette année aura lieu au Sénégal, à Dakar. Mais est-ce que pour Haïti, ce serait une idée et un symbole fort? Certainement, un symbole fort. Depuis mon arrivée à la présidence, Haïti a rejoint la plupart des plateaux internationaux. On est partout. J'ai été le chair de la CARICOM pendant 6 mois et on participe à tous les sommets, que ce soit le sommet ibéro-américain, la CELAC. On est partout, question de refaire vivre notre pays. Et on organise aussi des sommets en Haïti. Et aujourd'hui, avoir ce sommet, pouvoir organiser ce sommet de la francophonie en Haïti, ce serait un coup important pour nous. Donc, vous déclarez officiellement qu'Haïti... Nous sommes officiellement, c'est ça, candidat. Très bien. Et dernière petite chose, vous allez donc à Rome, le premier cardinal haïtien. Vous allez aussi rencontrer le pape François, qui se définit lui-même comme le pape des pauvres. Est-ce que vous allez l'inviter en Haïti? Certainement. La dernière fois que nous avons reçu un pape en Haïti, c'était en 1982. Et le pape François, je crois qu'il serait bienvenu. Il représente exactement ce que nous faisons. Nous priorisons le bien-être de ceux qui ont été délaissés pendant plus que des décennies. Et c'est pour eux que nous travaillons. Nous travaillons pour tout le monde, mais particulièrement pour ceux qui vivent dans les conditions les plus pénibles. Donc, ma vision sociale rejoint celle du pape et je crois qu'il devrait passer à Haïti, voir un peu, nous donner des conseils, prier avec nous, parce que nos problèmes, ils sont avant tout internes. Donc, on a besoin de se reconnecter entre Haïtiens, de se réconcilier. On a besoin d'un peu de prière. Très bien, merci Monsieur le Président de nous avoir livré vos impressions. Bon courage pour votre visite en France et en Italie.